Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et merci. Merci pour ce compagnonnage qui s'étaye au fil des mois, au fil des années, et qui s'avère encore plus essentiel aujourd'hui pour se préparer ensemble à la fête du Vésac. Comme la plupart d'entre vous le savent, cette fête qui a lieu à l'heure de la pleine lune taureau est le point culminant de l'année énergétique. Et l'occasion de nous tourner vers la lumière, en provenance du grand centre qu'on appelle Shambhala, pour accompagner les énergies de volonté d'amour qui cherchent à s'incarner. Et c'est ainsi que nous contribuons à relier les vibrations d'unité qui permettront d'instaurer une ère de paix et de justes relations sur Terre. Pour celles et ceux qui découvriraient ces conférences, nous mettrons sur notre site, en même temps que les conférences, un écrit relatant l'importance et la nature de cette fête du Vésac qui nous invite à aller vers la lumière, qui est justement le titre de la conférence de ce soir. Nous ne répéterons jamais assez que seule l'alliance de nos pensées, la synergie de nos intentions, de nos actes et de nos visions peuvent abattre les murs de la séparativité. Et bien que ça ne soit pas flagrant au regard des événements du temps, l'idée de relations plus harmonieuses progresse et sape les fondations séparatistes sur lesquelles nous évoluons encore. En poursuivant notre cycle « L'âme dans tous ses états », rappelons que l'âme une est à l'origine de toutes les formes macro ou microcosmiques et qu'elle se manifeste en de multiples fractales qui sous-tendent tous les mondes auxquels nous avons accès. En effet, il est nécessaire de préciser que nous limitons notre propos à notre capacité de compréhension et à la planète Terre. L'âme une est régie donc par des lois, et nous en avons déjà étudié 3. La loi de sacrifice, la loi d'impulsion magnétique et la loi de service, qui se manifestent à travers l'ensemble des règnes de la nature. Après les avoir mises en évidence chez l'humain, nous cherchons à présent à en percevoir les impacts sur les mondes minéral, végétal et animal. Donc, et ça c'est important, notre but n'est pas du tout de traiter de minéralogie, ou de botanique, ni même de zoologie, mais de montrer l'universalité de ces lois par les multiples manières par lesquelles elles s'expriment à travers ces 3 règnes, ce qui est tout à fait différent. Au cours des mois précédents, nous avons vu que l'âme était l'instance initiatrice de toute manifestation et que toute existence émanait de l'une ou l'autre des multiples spécificités de cette âme une. Chaque parcelle d'âme est une image holographique de l'âme une et répond aux mêmes lois. Et c'est pourquoi nous pouvons reconnaître, identifier les énergies qui impulsent les comportements de toutes les existences. Qu'il s'agisse d'un humain, fruit d'une âme individualisée, ou des 3 règnes subhumains qui, eux, résultent d'une âme collective, nous devons retrouver la même poussée de l'âme en amont de leurs expressions. Alors, avant d'aller explorer le règne végétal, rappelons brièvement ce qu'est la première loi de l'âme, la loi de sacrifice, et la façon dont elle s'exprime dans le règne minéral. La loi de sacrifice se retrouve donc derrière tout élément manifesté, depuis l'âme de la galaxie jusqu'à l'âme de l'atome, en passant par toutes les déclinaisons en fractales de l'âme une, qui, dans ses multiples ramifications, se donne pour se manifester au sein d'une étoile, d'une planète, d'un humain ou d'un des éléments des règnes subhumains. Car, ne l'oublions pas, c'est un sacrifice pour l'âme que de se limiter dans une forme quelle qu'elle soit. C'est un don volontaire qu'elle accomplit pour servir le plan de spiritualisation de la matière. Ce plan, en ce qui concerne notre petit univers local, se déploie à partir du sacrifice de l'âme qui s'est incarnée dans le soleil, qu'on appelle le logos solaire. Et avec l'aide d'autres âmes incarnées dans des planètes, il met en œuvre l'amour dans l'ensemble de son système. Et puis en ce qui nous concerne directement au sein de ce plan, bien l'âme incarnée dans la planète Terre a pensé l'entrée progressive des âmes des différents règnes qui vont participer à l'expression de ce plan.
Ainsi, comme nous l'avons vu le mois dernier, le premier à entrer en scène, c'est le règne minéral. Des parcelles d'âme une constituées de l'énergie du rayon 7 s'offrent pour construire la structure matérielle de la planète Terre, ce qui va permettre ensuite à d'autres formes d'entrer en manifestation. Puis, une fois que par l'incarnation des minéraux, la structure formelle de la Terre était constituée, il a fallu la doter d'autres qualités, grâce à d'autres formes de vie. Et c'est ainsi que pour que la planète puisse devenir une terre d'accueil pour d'autres règnes, elle a fait entrer en scène l'âme du végétal, qui, mue par la loi de sacrifice universel, s'est à son tour offerte pour soutenir son projet et pour permettre à la planète d'être hospitalière pour d'autres formes d'existence. C'est là le premier objectif de ce règne, rendre la planète hospitalière. Et si certains attribuent l'expression du vivant à une génération spontanée et son organisation à de multiples concours de circonstances, nous pensons, à l'instar d'autres ésotéristes, que les vagues de vie successives ne sont pas apparues sur Terre par hasard, mais selon l'ordonnancement d'un plan organisé au niveau d'un mental cosmique, celui de la planète Terre. Et c'est ainsi que d'étage vibratoire en étage vibratoire, les âmes se divisent en diverses cohortes et, mues par la voie de sacrifice, s'offrent pour concourir au grand chantier de l'incarnation. Et comme nous pouvons le constater à notre niveau, le chef d'orchestre, ou le grand architecte si vous préférez, c'est le logos planétaire, l'âme de la planète. Et c'est en tout cas à cette échelle que nous pouvons avoir une certaine idée du plan sans nous perdre. Alors, profitons de cette vision globale pour reconnaître l'importance de règnes dont on parle peu, bien qu'ils soient des briques indispensables à l'existence sur Terre. Les scientifiques ont l'habitude de classer les formes de vie en 7 règnes. 7 règnes subhumains, dont ils excluent le minéral parce que pour eux, il n'est pas vivant. Ces 7 règnes sont l'animal, le végétal, les champignons, et 4 classes d'organismes généralement unicellulaires que sont les archées, les bactéries, les protozoaires et naturellement les protistes. Et donc, ces micro-organismes méconnus sont les 100 grades de l'existence, mais sans lesquels pourtant aucun des autres règnes ne pourrait formellement se construire. Et que dire du sacrifice de l'âme qui s'incarne dans ces micro-organismes qui sont les éléments de soutènement des autres existences sur Terre? Alors, après le sacrifice de l'âme du minéral, et pour préparer l'arrivée des végétaux, c'est le sacrifice de l'âme du règne des micro-organismes qui représente la deuxième vague d'âmes à se manifester pour poursuivre le façonnage de la planète. En effet, il y a 3 milliards d'années, l'atmosphère totalement dépourvue d'oxygène se composait essentiellement de vapeur d'eau et de gaz carbonique. Et elle était impropre à la vie des végétaux, des animaux et des humains d'aujourd'hui. C'est donc l'âme des micro-organismes qui est entrée en scène pour créer les conditions atmosphériques optimales pour que puissent s'incarner d'autres règnes. Mais d'où viennent ces micro-organismes? Eh bien, en étudiant l'involution du minéral et en nous référant aux découvertes de cette nouvelle science qu'est l'astrominéralogie, nous avons vu le mois dernier que les premiers minéraux terrestres ont été composés à partir de poussière de diamants, de carbure de silicium et d'une dizaine d'autres minéraux en provenance de nuages interstellaires résultant d'étoiles défuntes. Une nouvelle science, l'exobiologie, met en évidence la même origine extrasystémique pour les briques élémentaires de la vie organique que sont les acides aminés. En effet, les acides aminés sont des éléments constitutifs des protéines et par conséquent de tout organisme vivant sur Terre. Ils existent de façon pérenne et en grande quantité dans ces mêmes nuages interstellaires. Ils sont arrivés sur Terre en provenance de l'espace grâce à des météorites. Et ils ont donné naissance aux organismes monocellulaires, aux bactéries, et parmi elles, aux cyanobactéries,
responsables du métabolisme de la photosynthèse. Les cyanobactéries ont inventé la photosynthèse. Et donc, comme nous l'avons vu pour les minéraux qui se sont diversifiés grâce à la loi d'impulsion magnétique, eh bien cette même loi pousse l'âme des bactéries à s'unir, à coopérer, pour donner progressivement naissance aux premiers végétaux que sont les algues. Ainsi, la photosynthèse, mise en œuvre conjointement par les cyanobactéries et par les algues, devient le processus fondamental de production d'oxygène, tout d'abord au sein des océans, puis dans la couche atmosphérique. Et c'est cette transformation progressive de l'atmosphère qui a rendu possible l'arrivée des autres règnes. Et c'est alors qu'il y a environ 450 millions d'années qu'entre pleinement en scène la troisième vague avec la classe d'âmes qui involue pour donner naissance au règne végétal. Et à son premier objectif, comme nous l'avons vu, rendre la planète habitable, pour répondre à l'intention globale de l'âme de la Terre. En effet, l'oxygène, en produisant une couche d'ozone qui protège des rayonnements solaires, a permis aux végétaux de sortir de l'océan en investissant la terre ferme et de doper la photosynthèse d'une manière spectaculaire, ce qui a permis le développement d'une atmosphère respirable. Et donc, la photosynthèse a été un agent créateur décisif. Et d'ailleurs, en l'approchant de plus près, elle peut être considérée comme un processus alchimique qui fournit en permanence l'oxygène à la Terre. Et pour que cette alchimie opère, le végétal a besoin de 3 éléments: de la lumière, de l'eau et du gaz carbonique. La lumière est fournie par la source solaire. L'eau est pompée par les racines et le gaz carbonique est capté par les feuilles. Avec le règne minéral, nous avons vu que le travail alchimique consistait à décomposer la matière en ses différents éléments à l'aide du feu et à la purifier avant de recombiner ces éléments, permettant ainsi une véritable transmutation. C'est ce même processus que nous retrouvons avec la photosynthèse. C'est la décomposition de l'eau et du gaz carbonique par la lumière qui permettent une recombinaison donnant naissance à 2 nouveaux éléments: l'oxygène relâché dans l'atmosphère et le glucose qui descend dans le sol et qui nourrit la plante et ses voisines. Et si pour l'âme des minéraux, le but, comme nous l'avons vu, c'est de laisser passer la lumière, pour l'âme des végétaux, il s'agit de transformer la matière grâce à cette même lumière. Et par ailleurs, en incitant les plantes à se tourner vers la lumière, l'âme du végétal donne à voir une indication du chemin que parcourt l'âme une et ses multiples ramifications. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. Et là encore, n'oublions pas que tous ces développements formels, si intéressants qu'ils soient, ne sont là que pour illustrer le mouvement invisible qu'impulse l'âme depuis les mondes informels. Par leur réponse à la loi de sacrifice, l'âme des micro-organismes, l'âme du végétal et celle des champignons qui les accompagnent, contribuent à poursuivre l'œuvre initiée par l'âme minérale en rendant la planète hospitalière pour les animaux et les humains qui vont arriver. Et donc, tranquillement, les végétaux se sont déployés sur la planète. Et comme pour le minéral, ils se sont diversifiés grâce à la loi d'impulsion magnétique, qui par les rencontres et les alliances les a fait passer de quelques algues à plus de 500 000 espèces. Et pour rester d'ailleurs sur le sujet de la prolifération des végétaux, il est intéressant de signaler 2 alliances, beaucoup plus tardives, mais qui ont largement contribué à l'essor planétaire du végétal. C'est tout d'abord une alliance avec l'âme des insectes, grâce à l'invention relativement récente des fleurs. En effet, il y a seulement 150 millions d'années, l'âme du végétal a impulsé cette importante innovation qui agaçait complètement Darwin, qui l'appelait l'abominable mystère, parce que cette évolution des plantes en fleurs était inexplicable par sa théorie. Mais à présent, les fleurs représentent 90% des végétaux, ce qui leur a permis, en accédant à des méthodes de reproduction entièrement nouvelles, de se multiplier
et de se répandre partout grâce à une importante coévolution avec l'âme animale des pollinisateurs, ce qui a d'ailleurs aussi favorisé la diversification des insectes. Et puis, très récemment, la loi de la pulsion magnétique a également initié une seconde alliance entre l'âme végétale et l'âme humaine. Par l'universalisation de toutes les plantes de tous les continents et par le travail de culture et de croisement, l'humain a contribué à l'extraordinaire déploiement de ce règne partout sur Terre. Parce que, rappelons par exemple qu'en France au Moyen-Âge, les seuls légumes dont on disposait, c'étaient les choux, les oignons, les betteraves et les carottes sauvages. Et quelques salades. C'est tout. Quant au jardin, il n'était peuplé que d'une dizaine de petites fleurs annuelles. C'est tout. Voilà comment, par ces deux alliances, l'âme du végétal a rempli son premier objectif, assurer la viabilité de la planète et de ses occupants. Alors, nous allons pouvoir maintenant aborder son second objectif, qui consiste à faire de ce règne un coopérant universel et un intermédiaire. Alors, autant l'âme minérale, mue par l'énergie des rayons 1 et 7, s'exprime en dotant ses formes de structure, autant l'âme du règne végétal, qualifiée par les rayons 2, 4 et 6, dote ses créatures de sensibilité. En effet, avec les énergies des trois rayons de la chaîne paire, le règne végétal porte les vibrations d'unité, d'harmonie et d'aspiration à la lumière, mais aussi d'aspiration au partage, à la coopération, à la coordination, à l'entraide et au soutien. Ainsi, la loi d'impulsion magnétique, qui œuvre du côté intérieur de l'existence, est responsable de toutes les alliances, de toutes les interactions des éléments au sein de l'ensemble, et s'exprime sous de multiples aspects qui sont de plus en plus perçus de nos jours. C'est pourquoi, depuis quelques années, des botanistes, des ingénieurs forestiers, des agronomes et de multiples chercheurs regardent le végétal avec un autre œil et comprennent la forêt comme un monde unitaire. Et ils prouvent, au-delà de l'interdépendance évidente de tous les éléments dans un même milieu, ils prouvent l'unité sous-jacente à ce monde grouillant de vie. Parce que quand les hommes étaient encore exclusivement en conscience individuelle, ils voyaient dans la nature une compétition, à l'image de leur propre regard sur le monde. Mais avec l'intérêt croissant pour l'autre, les humains découvrent le fonctionnement systémique de la nature qui les entoure. Et c'est pourquoi on se rend enfin compte que le monde végétal est un formidable harmonisateur, un entremetteur et un coopérateur pour qui sait en saisir l'essence et les qualités. En répondant à la loi d'impulsion magnétique, il témoigne de la solidarité systémique à l'œuvre au sein d'une harmonie globale. Et c'est tellement impressionnant que ça vaut la peine de détailler certains de ces aspects. Alors, par exemple, les arbres communiquent entre eux. La biologie végétale ne cesse d'observer depuis bientôt 2 décennies des facultés surprenantes qu'on croyait réservées au monde animal et au monde humain. En effet, un arbre reconnaît le prédateur qui le mange, mammifère ou insecte. Et pour éviter d'être gravement endommagé, il met en place des stratégies de défense adaptées, qu'il communique aux plantes de son entourage. Par exemple, on a découvert qu'en Afrique, les acacias attaqués par des girafes et par des gazelles réagissent en rendant leurs feuilles immangeables, puis en émettant des nuages biochimiques d'informations aux autres, ils préviennent tous les arbres qui sont sous le vent, qui immédiatement modifient leurs feuilles pour les rendre amères. Ainsi, en ne prélevant que quelques feuilles à chaque arbre, les animaux se nourrissent tout en préservant l'intégrité des arbres. Et les plantes n'utilisent pas du tout que la voie des airs. Et la communication entre elles s'effectue aussi par voie souterraine. Des expériences menées sur des tomates
ont montré que lorsqu'un plant est infecté par un champignon pathogène, le plant voisin, encore sain, se met à produire des enzymes de défense habituellement produites durant une attaque fongique. Ainsi, les végétaux mettent en place des mécanismes de défense vis-à-vis de parasites ou de prédateurs en réponse à des signaux émis par des plantes voisines attaquées avant même d'en être elles-mêmes victimes. Elles ont donc inventé la prophylaxie. Mais cette communication, ce n'est pas qu'une alliance défensive. En effet, les arbres se reconnaissent et s'entraident aussi pour se nourrir. Car ils fonctionnent comme un. Ou plutôt, devrais-je dire, l'âme végétale présentifie dans ses manifestations toutes les qualités d'unité sous de multiples aspects. Ainsi, un arbre reconnaît ses rejetons et s'en occupe avec soin. De même, il perçoit la parenté ou la disparité d'espèces avec ses voisins. Ils échangent leur nourriture par des réseaux racinaires de façon constante. Et même les vieilles souches coupées, qui parfois semblent mortes à l'œil non averti, mais vivent toujours grâce à l'apport de nourriture de leurs voisins. Et en échange, elles offrent toute l'eau qui les pénètre. Les vieux arbres jouent ainsi le rôle de plaques tournantes, interconnectant tous les individus et distribuant les flux nutritifs, notamment vers les plus jeunes, en se servant des réseaux mycorhiziens. Parce que les végétaux sont en constante coopération avec les champignons, qui, comme nous l'avons vu, ne font pas partie du règne végétal, puisque, d'un point de vue scientifique, ils n'ont pas de fonction chlorophyllienne. Bon, mais ça fait quand même 300 millions d'années que les champignons coopèrent étroitement et fidèlement avec les végétaux. Alors, pour les non-spécialistes, la représentation des champignons se limite généralement aux différentes espèces qui finissent dans notre assiette. Mais c'est extrêmement réducteur. Ce que nous identifions comme champignons, ce n'est que l'organe sexuel d'un immense réseau de filaments qu'on appelle le mycélium. Et les chercheurs ont pu vérifier que sous chacun de nos pas en forêt, des kilomètres de mycélium appartenant à des milliers d'espèces de champignons s'entrelacent avec les racines pour former cet espace de nature qui, sous terre comme dans le ciel, se nourrissent d'un même bain unitaire. Alors, dès l'origine, l'âme des végétaux et celle des champignons se sont associées dans un sacrifice conjoint pour permettre aux radicelles des plantes et aux réseaux mycellaires de s'interpénétrer, afin de multiplier les racines. Et cette association symbiotique forme ce qu'on appelle la mycorhize. Et grâce à cette symbiose, la surface exploitée par la plante est multipliée par 10 000 grâce aux mycorhizes, qui sont des filaments d'un diamètre d'1 centième de millimètre et qui ont un coût énergétique de mise en place 100 fois moindre que les racines. Et alors, dans leurs échanges énergétiques, la plante donne du sucre aux champignons, qui en retour la fournit en azote, en phosphate et en potassium, et c'est donc une association à bénéfice mutuel. Ainsi, la plante augmente considérablement ses chances de survie. Ces associations omniprésentes dans les sols ont entraîné ce qu'on appelle un saut macroévolutif, c'est-à-dire un bond de l'évolution, car les fonctions d'un des partenaires associées aux fonctions de l'autre ont permis de multiplier tous leurs effets fonctionnels. Et là encore, l'évolution du végétal va une fois de plus à l'encontre du gradualisme darwinien. Alors, l'humain qui ne voit le monde souvent qu'à la lumière de ses représentations a surnommé ce réseau l'Internet végétal. Bon. Mais contrairement à Internet, les plantes ne se contentent pas de communiquer entre elles et avec les champignons, non. Elles sont en interaction permanente avec le terrain où elles se trouvent. Elles sont en interaction avec le minéral dont elles tirent la nourriture, en interaction avec les 4 classes unicellulaires dont nous avons parlé tout à l'heure, et en interaction avec les courants électriques qui parcourent en permanence les sols. En effet, les études ont montré que les végétaux répondent aux variations du géomagnétisme et leurs réactions électriques sont capables d'annoncer l'imminence d'un séisme. Ils peuvent donc aussi être des détecteurs de tremblements de terre. Et puis, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure,
Pour se reproduire, les plantes vont collaborer avec des animaux. Elles le font avec l'aide de ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. Les composés organiques volatiles, COV, qu'on appelle rapidement des COV. Eh bien, ces COV sont des molécules spécifiques à chaque espèce qui se répandent dans l'atmosphère. Elles attirent l'animal de loin et qui, en venant se nourrir du nectar de la fleur et en passant de l'une à l'autre, permet la pollinisation. Mais la production du nectar est très énergivore pour la plante. Et là encore, bon, petite parenthèse, le végétal nous réserve une surprise. Nous savions, grâce au phototropisme, que les végétaux voient la lumière, puisqu'ils se dirigent systématiquement vers elle. Nous savons également qu'elles sont sensibles au toucher, comme le montre à l'œil nu la rétractation de certaines feuilles dès qu'on les effleure, ou d'après des enregistrements électriques de leur réaction. Nous savons à présent qu'elles entendent, puisqu'elles reconnaissent le son particulier de l'insecte pollinisateur qui s'occupe d'elles, et que dès qu'elles l'entendent, elles sécrètent des sucs, dès qu'elles l'entendent approcher, limitant ainsi complètement les pertes d'énergie. Le végétal a donc inventé le flux tendu, pour ne pas s'épuiser énergétiquement. Mais là, c'est un profit qui bénéficie à tous, parce que si le végétal capitalise tous les effets positifs de l'interaction, il n'est pas capitaliste, parce qu'il travaille toujours sous l'injonction de l'âme à l'expression d'une plus grande unité. Cette parenthèse faite, revenons à la pollinisation. Une fois que celle-ci s'est accomplie, l'animal ne doit plus intervenir, tant que le fruit n'est pas mûr et que les graines ne sont pas matures. Alors pour ce faire, le végétal se pare de fruits verts, souvent amers, parfois couverts d'épines et qui n'ont rien d'engageant pour l'animal. Mais quand le fruit arrive à maturité, là il appelle à nouveau l'animal à la rescousse. Attiré par l'odeur, celui-ci se laisse séduire par les fruits, les ingurgite et disperse leurs graines grâce à ses excréments. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, dit l'adage. Et cette transformation qui permet l'expansion permanente des plantes n'est que l'expression sur Terre de la conscience végétale incarnée. Donc, les végétaux interagissent avec leurs semblables. Ils interagissent avec le terrain, avec le minéral, avec les bactéries, avec les champignons, avec les humains, avec les animaux, mais aussi avec tout l'environnement. En effet, les végétaux peuvent contribuer à faire tomber la pluie. Nous avons vu qu'ils peuvent diffuser des COV, les composés organiques volatiles. Donc ils peuvent diffuser des COV dans l'atmosphère. Ainsi, quand une forêt souffre d'un manque d'eau, elle émet des COV qui s'assemblent en un nuage qui la surplombe. Alors vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport avec la pluie ? En fait, même quand l'atmosphère est saturée d'humidité, il peut ne pas pleuvoir s'il n'y a pas de germes agglutinants qui permettent aux molécules d'eau de se fixer. En général, ce sont des poussières qui remplissent ce rôle attractif, mais on sait depuis peu que les molécules de COV peuvent aussi le faire s'il n'y a pas assez de poussière. Les molécules d'eau s'agglutinent sur les COV, forment des gouttelettes, puis les gouttes qui finissent par tomber. Voilà donc toute une série d'exemples qui montrent à quel point l'âme du végétal, sous la poussée de l'impulsion magnétique, interagit avec tout ce qui l'entoure et joue un rôle de coopérant universel avec tout ce avec quoi elle est en contact. Alors, toutes ces relations ont été objectivées par la science botanique récente, mais il en est d'autres plus subtiles, qui sont encore officieuses, mystérieuses parce qu'invisibles. Et parmi celles-ci, le rapport particulier qu'entretient le végétal avec le corps éthérique planétaire, le corps d'énergie de la planète. En effet, nous savons que toute manifestation physique dense est une condensation énergétique d'une forme éthérique lui préexistant. Et le règne végétal n'échappe pas à la règle. Il se calque sur le réseau éthérique planétaire, lui-même décrit d'ailleurs comme une arborescence aux multiples ramifications. Les végétaux s'épanouissent à la fois dans l'air, dans l'eau, sur terre et sous terre.
en suivant les lignes de trame du corps éthérique de la Terre. Ainsi, un arbre relie le haut et le bas en déployant un système racinaire qui est la réplique inversée de celui de ses branches et de ses feuilles. Voilà de quoi réfléchir au mystère de la création et de l'œuvre alchimique en cours, parce que du coup, ce qui est en bas est alors comme ce qui est en haut. Et tout cela est à l'image du corps éthérique planétaire. Et selon les enseignements ésotériques, ce déploiement amène les végétaux à être de très très bons capteurs des courants d'énergie éthérique qu'on appelle le prana, présent dans l'atmosphère. Ils sont même capables de le transformer en une énergie qui peut bénéficier à tous les autres. Et c'est pourquoi ils en sont également les transmetteurs à toutes les autres formes de vie sur notre planète. Et puis, abordons une coopération qui risque de surprendre peut-être les plus sceptiques d'entre nous. Il s'agit de l'étroite coopération qui, de tout temps, s'est instaurée entre les végétaux et les dévas, les esprits de la nature. Au sein de l'âme une, l'âme du végétal coopère avec celle des dévas, qui elle-même coopère avec l'âme de l'humanité, comme avec l'âme de l'ensemble des terriens. En fait, sans les dévas, aucune forme ne verrait le jour. Ils sont les bâtisseurs, les constructeurs des mondes tangibles. Ce sont les fées, les elfes, les gnomes, les sylphes, les nymphes, des légendes de notre enfance. Ce sont les briques constitutives de tous les corps dont l'âme s'entoure pour s'incarner dans les différents règnes. Mais nous n'allons pas développer ce soir ce sujet qui serait beaucoup trop long. Par contre, nous en reparlerons plus spécifiquement au mois d'octobre. Et enfin, les plantes interagissent avec les énergies sidérales. Il existe des végétaux qu'on nomme des plantes sidérales, c'est-à-dire des plantes qui seraient en rapport avec les astres. Bon, mais en fait, ce n'est là qu'une image pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui d'une manière beaucoup moins poétique les engrais verts. En effet, une plante sidérale, c'est une plante capable de capter l'azote présent dans l'air pour le fixer dans le sol. On voit bien donc cette relation entre ces deux mondes. Mais au-delà de ces plantes sidérales et de leur pouvoir médiateur, il semble bien que les végétaux soient sensibles, par l'intermédiaire du corps éthérique, aux énergies subtiles des planètes et des étoiles. Même si, jusqu'ici, les botanistes se sont contentés de mettre en évidence la sensibilité des végétaux au cycle lunaire et de démontrer que que les arbres, que les plantes respirent complètement différemment en fonction des phases de la Lune. Mais c'est un début. Alors on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais tous ces exemples qui rendent compte de la façon dont le végétal coopère avec l'ensemble des mondes visibles et invisibles suffisent pour prouver à quel point ce règne porte l'unité. Par la voie d'impulsion magnétique, le végétal est étroitement associé à l'ensemble des règnes présents sur Terre et leur permet d'exister sur une planète qu'il sublime de beauté, de couleurs et de parfums. En cela, le règne végétal, en s'offrant, en donnant, en s'alliant, témoigne de l'énergie d'amour et l'émane sans condition. Ainsi, l'âme de ce règne met en œuvre la loi de service qui le caractérise, ce qui nous amène à préciser le troisième objectif auquel l'âme s'attelle, troisième objectif auquel l'âme végétale s'attelle. Donc, pour nous résumer, son premier objectif, c'est de rendre la planète viable. Et ce travail est permanent parce que sans végétal, toute vie organique cesserait. Son deuxième objectif, c'est d'être un coopérant universel. Et son troisième objectif, c'est de démontrer l'amour sur Terre. Nous avons vu il y a 2 mois que la loi de service représentait la nature même de l'âme et qu'il importait de ne pas la réduire aux divers rendus de service que chacun était amené à réaliser pour d'autres. Nous avions vu que chez l'humain, servir s'apparente à la radiation sensible ou mentale de l'âme à travers la personnalité. Quant aux services rendus, souvent fort utiles d'ailleurs, ils correspondent plus à l'aide fournie aux autres ou au soutien apporté à une cause. Et comme les lois de l'âme sont universelles, nous avons retrouvé cette même différenciation au niveau du minéral, et nous allons maintenant la voir à l'œuvre dans le règne végétal.
Là encore, donc, nous ne devons surtout pas confondre le service de l'âme du règne végétal à travers sa forme et les indéniables et nombreux services rendus par ce règne à l'humanité et à tous les terriens. Tout comme pour les minéraux, si les végétaux n'existaient pas, il n'y aurait pas de terre d'accueil pour les organismes vivants. C'est donc là leur première utilité fondamentale à tous deux. Ils rendent donc service à l'existence. Mais pour bien différencier les services que rendent les végétaux, parce qu'on les confond souvent, pour bien les différencier de leur véritable radiation de service, faisons un bref récapitulatif de leur principale utilité. Tout d'abord, ils fournissent 80% de l'alimentation mondiale. 80% de l'alimentation mondiale, dont une part conséquente revient aux céréales. Naturellement, il faut ajouter à cela tout ce que nous buvons, en thé, café, chocolat et tisane. Sans oublier la bière, le vin et tous les alcools. Ensuite, ils jouent un rôle fondamental dans l'utilisation du feu, qui a doté les hommes de la capacité de se défendre contre les animaux, tout d'abord, et puis contre le froid, et a permis la découverte de la cuisson des aliments. Aujourd'hui encore, le bois demeure le moyen de chauffage le plus utilisé dans le monde, y compris en Europe, sous forme de bûches, de bois compressé ou de plaquettes. La France consomme ainsi, tenez-vous bien, 26 millions de stères de bois de chauffage par an. 26 millions de stères de bois de chauffage par an. Autre utilisation fondamentale du végétal, la santé. En effet, depuis des temps immémoriaux, les végétaux soignent nos maux divers et ils sont en bonne place sur les rayons de nos officines puisque, actuellement encore, un médicament sur deux est d'origine végétale. Par ailleurs, la construction de nos habitats, de nos ameublements exige des centaines de millions de stères de bois. Quand on marchait des fleurs coupées ou des plantes en pot qui viennent enjoliver les intérieurs de celles et ceux qui ne sont pas trop dans le besoin, ce sont des plus que nous regardons avec plaisir sans réaliser toujours les rapports substantiels qui nous lient alors au végétal. Toutes ces utilisations à notre profit exclusif, tous les services rendus par le végétal pour permettre l'existence sur Terre, sont tellement nombreux que souvent ils occultent parfois totalement le service radiant que ce règne dispense sans compter. Et pour bien se repérer dans ces deux aspects, souvenons-nous que les services rendus par le végétal dans la manifestation sont d'ordre concret, alors que le service de l'âme de ce règne parle par sa radiance à la sensibilité et à la conscience. Alors, quel est donc le service fondamental auquel se consacre l'âme du végétal ? Avant de développer l'impact de la loi de service dans ce règne, il est important de garder à l'esprit que ce règne est substantiellement constitué par les trois rayons d'énergie paire, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à savoir le rayon 6 d'idéalisme, le rayon 4 d'harmonie et le rayon 2 d'amour-sagesse. Voilà pourquoi nous allons pénétrer dans une toute autre ambiance dans ce service du végétal qu'avec le service du règne minéral constitué par des rayons impairs. Le service qui émane de ces trois rayons est donc entièrement qualitatif, subjectif, tout en expression de sensibilité et d'amour, et particulièrement en phase avec la conscience humaine. Le service subtil du végétal s'exprime de trois manières. Tout d'abord, il montre la voie de la lumière. Ensuite, il rayonne tout ce qu'il transforme. Et enfin, il exprime l'amour par son magnétisme. Comme vous pouvez le constater, il s'agit en fait de trois variations sur le même thème de l'amour, qui est l'axe fondamental de l'âme du végétal. Alors, commençons par la première expression de son service qui consiste à montrer la voie de la lumière, à servir en se reliant à la lumière. En effet, le phototropisme, c'est-à-dire la capacité d'un organisme à s'orienter vers la lumière, est la première incitation de l'âme végétale à l'intérieur de ses formes pour les mouvoir vers le soleil. Les recherches des botanistes attestent que si la plante se tient droite
ce n'est pas du tout pour contrer la gravitation, mais parce qu'elle s'aligne constamment sur la lumière. La représentation de la graine, qui s'extirpe des profondeurs de la Terre pour trouver la lumière et déployer une importante ramification qui l'ouvre au monde sidéral, a toujours été une source d'émerveillement et d'inspiration pour les mystiques, les philosophes et les poètes. Et cet idéal, cette poussée irrépressible qui conduit le végétal à s'approcher toujours plus de la source lumineuse et à s'en imprégner, profite à tous parce que les végétaux irradient leur lumière intérieure. Et qui fait le lien d'ailleurs avec le deuxième aspect de son service. En effet, la deuxième expression de son service, comme nous allons le voir, consiste à rayonner tout ce qu'il transforme. Ce règne est un grand transformateur. Il métabolise tout ce qu'il capte par les racines et par les feuilles, en couleur, en parfum et même en son. Couleur, en parfum et en son. C'est ainsi que l'âme végétale émane, à travers ses formes, un éventail de champs vibratoires à destination des animaux, des dévas et des humains. Voyons tout d'abord le rayonnement de la couleur. Contrairement à l'humain qui assemble parfois formes et teintes de façon disgracieuse, le végétal ne commet pas de faute de goût. Les aspects, les couleurs, les textures des plantes, des fleurs, des arbres et des arbustes sont toujours harmonieux. La nature appelle, la nature apaise, la nature inspire, même quand elle se déchaîne, et elle captive les poètes, les peintres, les artistes et tous les êtres qui cherchent à percer le secret de sa beauté substantielle. Le mystère de l'attrait qu'exerce le règne végétal sur son environnement provient de la juste adéquation entre l'âme des végétaux et les formes dont elle se part. Et ce mariage réussi entre le fond et la forme, entre l'intérieur et l'extérieur, produit de subtils flamboiements de lumière colorée dans l'aura des plantes, qui se densifient ensuite pour donner aux fleurs leur couleur chatoyante. C'est donc le résultat de tout un travail intérieur, d'une unité fondamentale intérieure. Et puis le végétal rayonne aussi par son parfum. Et c'est aussi cette alliance entre essence et existence qui donne au végétal son parfum et qui le rend attirant. C'est par ce processus de radiance et d'attraction que la rencontre opère, que l'union se dessine et que l'unité se crée. D'une manière générale, l'odeur, le parfum, c'est la traduction olfactive d'une vibration qui marque le degré d'évolution d'un règne, d'une espèce ou simplement d'un individu. En ce qui concerne le règne végétal, ces parfums sont une radiation d'harmonisation qui dépasse de beaucoup le simple fait que ça sent bon. Et les maîtres de sagesse, qui sont capables justement de sentir le parfum du règne végétal dans sa globalité, parlent du parfum de perfection. Parce que c'est le règne le plus évolué sur Terre. Ça ne signifie pas qu'il est supérieur à l'animal ou à l'humain, car nous ne sommes pas du tout dans les mêmes classes d'évolution, mais simplement qu'il a réussi à son niveau la synthèse de l'esprit, de l'âme et de la forme sur Terre. Enfin, d'une manière surprenante, le végétal rayonne aussi d'une manière sonore. La bioacoustique végétale a pu mettre en évidence les vibrations sonores qu'émettent les plantes, en leur plaçant des électrodes sur les feuilles et au niveau des racines, et en les reliant à un décodeur qui a traduit ces vibrations en fréquences audibles. Les chercheurs ont constaté que chaque plante a son air particulier et en change selon les circonstances. Ainsi, la radiance des couleurs, la radiance des parfums, la radiance des sons, la radiance de l'harmonie d'une manière générale. Le deuxième aspect du service de l'âme végétale, ça nous conduit à son troisième aspect, son expression de l'amour par son magnétisme. Véritable synthèse de l'émanation de la lumière intérieure et de ses diverses radiations. En effet, l'attirance universelle qu'exerce le végétal par son magnétisme résulte de l'ensemble de ses qualités. Ce règne est ainsi l'expression majeure du rayon 2 d'amour-sagesse.
C'est le règne subhumain qui permet la communion entre le ciel et la terre, la communion entre les règnes. Et par ces alliances multiples, il œuvre à l'expansion, qui est une autre expression de l'amour. Le magnétisme du végétal est si prégnant, si habituel, qu'il œuvre sans que nous en soyons toujours conscients. Les dévas, les animaux, les humains sont tous attirés par ce règne d'une manière ou d'une autre. Et quand on évoque un retour à la nature, c'est avant tout de l'attraction magnétique du végétal dont il est question. L'atmosphère toute particulière des bois et des forêts permet de respirer un air nouveau et de s'imprégner d'un bain éthérique régénérateur. Le magnétisme irrésistible de jardins en fleurs attire un nombre sans cesse croissant de visiteurs qui ne répondent pas simplement à l'appel d'un beau décor, mais à celui d'un chant d'harmonie qui parle à l'âme de chacun sans toujours qu'il le sache ou qu'il s'en rende compte. Voilà tout ce que nous pouvons dire ce soir de cette parcelle d'âme une qui s'exprime à travers le règne végétal. Donc, il ne fait aucun doute que c'est un règne vivant qui répond au même titre que toutes les existences à un projet d'âme. Et comme toute existence incarnée, il évolue pour répondre au plan d'amour mis en œuvre sur Terre. Et comme pour le minéral, les expressions de l'âme du végétal en réponse aux lois de sacrifice, d'impulsion magnétique et de service, nous permettre de pénétrer plus avant l'âme dans tous ses états, ce qui est l'objet de notre recherche. Alors, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi nous insistons tellement sur ces 3 premières lois de l'âme et pourquoi nous cherchons à les mettre en évidence dans les règnes subhumains, en plus du règne humain. Il se peut même que quelques-uns pensent que oui, bon ça va, on a déjà compris, et qu'il est inutile de répéter, de ressasser indéfiniment les mêmes choses. Mais ce que nous cherchons avec ce cycle qui traite de l'âme dans tous ses états, ce n'est pas tant d'en parler à partir des connaissances du mental concret, fier de savoir et de comprendre, mais d'aller au-delà, pour percevoir toutes les incidences que le monde de l'âme impulse, pour les reconnaître et pour se mettre à leur service. Il ne suffit pas de savoir que les énergies existent pour vivre scientifiquement avec elles. Savoir que l'âme est une, c'est une chose. Mais reconnaître son fonctionnement à travers tous les règnes de la nature montre à quel point nous sommes indissolublement liés, à quel point nous sommes un, malgré l'illusion de la séparativité formelle. Et ce n'est qu'une fois que nous aurons saisi, non seulement intellectuellement, mais aussi avec l'entièreté de nos corps sensibles et mentaux, ce dont il est question, que nous participerons réellement et pleinement à la venue de l'unité sur Terre. Bien. Alors, si les effets des lois de l'âme sur le végétal sont spécifiques à ce règne, nous allons, comme nous l'avons fait avec le minéral, chercher à voir en quoi ces effets se retrouvent également dans l'évolution humaine. Comme l'alignement sur la lumière, l'union entre les énergies sidérales et telluriques, le rayonnement d'harmonie, de beauté, le magnétisme, comment se manifeste-t-il comme impulsion de l'âme une au sein de l'humanité? En donnant à voir la vie dans ses multiples cycles, et par l'ensemble de ses qualités. Le végétal est un livre ouvert sur l'univers qui témoigne de la beauté divine. Par-delà son silence, il parle des qualités d'amour, d'harmonie, de poussée irrépressible vers la perfection. Et l'âme se montre ainsi sans phare, dans son expression la plus aboutie. Dans son silence apparent, le végétal donne à voir l'ensemble des mystères que nous avons à pénétrer, l'ensemble des coopérations que nous avons à établir pour retrouver dans la diversité des formes l'unité initiale de l'âme une, pleinement manifestée. Eh bien, c'est ce que nous allons chercher à préciser maintenant. Mais auparavant, rappelons que la conscience du végétal, comme celle du minéral, évolue,
même si nous ne le voyons pas, parce que la progression de conscience au sein de ces règnes s'étale sur des millions d'années. La conscience végétale la plus élémentaire prend corps dans les algues, les herbes et les petites plantes des champs. Une conscience plus avancée est à l'origine de toutes les plantes à fleurs qui peuplent maintenant paysages et jardins. Et le sommet de la conscience végétale se manifeste dans les arbres. Et c'est la raison pour laquelle, aussi loin que remontent les archives de l'histoire humaine et de ses rites sacrés, on retrouve la compagnie des arbres. Depuis le jardin d'Éden, Adam, Ève et l'arbre de la connaissance, l'arbre est à l'origine des mondes. Dans la cosmologie scandinave, Yggdrasil, un être gigantesque, né de 3 racines, reliant 3 mondes, s'élève progressivement jusqu'au ciel. Il est la structure même du monde. Et c'est à partir de lui que tout vient à l'existence. Son immense ramure abrite toutes sortes d'êtres et d'animaux qui tous symbolisent la quête de sagesse de l'humanité. Aujourd'hui encore, dans toutes les civilisations et sur tous les continents, des arbres sont vénérés et de nombreux groupes leur rendent hommage. C'est dire à quel point l'humain a compris, sans toujours en être conscient, cette feuille de route que lui présente l'arbre sur son chemin de l'évolution. Quant aux fleurs, elles sont la beauté initiée par l'âme végétale pour qu'au sein de l'âme une, la loi d'impulsion magnétique pousse les entités vivantes à s'en rapprocher sans cesse. La diversité de leurs qualités et les multiples émanations dont elles dotent l'alentour invitent à réaliser l'essence même de la beauté qui paraît dans la multiplicité. Le règne végétal offre à nos regards la qualité du beau sous tous ses aspects, même si nous nous attachons encore bien souvent aux aspects différenciés et non au beau sous-jacent, émanation unifiée de l'âme une. Pour symboliser l'épanouissement spirituel, l'Orient a pris comme symbole la fleur de lotus, qui témoigne du sacré depuis la nuit des temps. Le lotus prend racine dans la boue, développe une longue tige qui traverse l'eau, symbole de la longue traversée de l'émotionnel, et sa fleur s'épanouit au soleil au-dessus de l'eau. Et si tous les chakras sont symbolisés par un lotus, celui qu'on appelle le lotus aux 1000 pétales, en haut, il désigne le chakra coronal qui, lorsqu'il est pleinement ouvert, est signe de l'être réalisé. La même idée prévaut au choix de la rose en Occident. Elle aussi naît d'une terre lourde, pesante, et la tige épineuse symbolise la difficulté à s'extirper du monde émotionnel pour rejoindre le soleil de l'âme et s'épanouir pleinement. Remarquable par sa beauté, par sa forme et son parfum, la rose témoigne d'une perfection résultant de l'union de la sensibilité subtile et du mental, parce qu'elle déploie toujours ses pétales par multiples de 5 pour attester et traduire l'importance du plan mental relié à l'amour. Et si nous nous laissons enseigner par les symboles, nous pouvons remonter aux qualités de l'âme une, qui se drape dans le multiple de la manifestation. Ainsi que symbolisent pour nous les qualités d'aspiration à la lumière, qualités d'harmonie et d'unité, omniprésentes dans le règne végétal. Que symbolisent pour nous ces 3 qualités qui émanent des rayons 6, 4 et 2. Avec le rayon 6 d'idéalisme, le trajet de la plante vers la lumière, la tension constante vers le ciel dont témoignent les arbres, écrivent sur fond de nature le mouvement qui à la fois pousse et attire l'ensemble des terriens selon leur place sur le chemin de l'évolution vers toujours plus de lumière, vers toujours plus de subtilité vibratoire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de lumière physique. L'arbre en quête de soleil du haut de sa cime témoigne de l'existence d'un au-delà, d'un dépassement. Et la croissance intérieure, tout comme la croissance extérieure, résulte de l'essence qui incite sans cesse l'existence au progrès. Ainsi, l'arbre est un symbole dont on pénètre les mystères pour peu qu'on écoute les messages
que sa présence donne à entendre. Et même si les anciens ne soupçonnaient pas les secrets de la photosynthèse, même s'ils ne réalisaient pas tous les apports du végétal, ils reconnaissaient intrinsèquement leurs bienfaits subtils et manifestes. En découvrant l'arbre, le potentiel contenu dans la graine, sa longévité, sa respiration et sa façon de traverser les saisons, en s'adaptant à son environnement tellurique et cosmique, l'humain a devant lui un récit de l'évolution qui l'incite à comprendre les lois de l'incarnation, initiées par les lois de l'âme. L'aspiration vers la lumière du monde végétal n'est pas un désir de fusion exclusif et mystique avec le soleil, mais une indication pour servir de pont reliant le monde de l'âme au monde des formes, pour que l'essence transparaisse et irradie pleinement à travers son manteau formel. Sans aspiration à la lumière, pas d'aspiration à connaître, pas d'aspiration à savoir, pas d'aspiration à avancer, donc pas d'aspiration et aucune possibilité d'évolution. Là encore, nous constatons que les 3 premières lois de l'âme qui œuvrent conjointement sont le fondement à l'origine des fondations de l'existant et de son devenir. Avec le rayon 4 d'harmonie, l'âme du végétal nous donne aussi à penser l'harmonie et les relations que nous nouons avec l'ensemble. Harmonie et paix sont sans doute les qualités qui définissent au mieux ce qui se dégage de ce règne. Les végétaux parlent à nos 5 sens et les transportent sur des zones qui inspirent quiétude et paix intérieure. Leur façon de coopérer entre eux, comme avec tous les règnes, donne à voir leur mutuelle inclusivité et la façon dont l'âme du végétal réussit à rendre compte d'une réelle unité sur Terre. Ce dont les végétaux témoignent, c'est qu'ils n'excluent jamais rien, ni personne. Nourris aux mêmes sources, ils se développent ensemble et œuvrent toujours pour le mieux commun, et non pour le moi d'abord. Évidemment, ça paraît beaucoup plus simple pour eux que pour nous, parce qu'ils n'ont pas expérimenté les spécificités d'une conscience individuelle. D'ailleurs, c'est ce que nous avons tendance à projeter quand nous contemplons un arbre de grande taille et d'âge respectable. On oublie complètement qu'il ne s'agit pas d'un individu isolé, mais d'un parmi d'autres, qui expriment ensemble les qualités d'âme du végétal. Cette communauté d'expression rend compte des qualités fondamentales de l'âme collective. Et par cette mise en œuvre, le monde végétal montre qu'un monde de coopération est possible, souhaitable, viable et porteur. Certes, l'alliance essence-existence est indispensable pour parvenir à cette paix et à cette harmonie. Et elle incite les humains à établir cette coopération et cette priorisation des besoins en lui-même, afin de prioriser les valeurs de l'âme sur celles des corps de manifestation. Et de cette priorité naîtront de nouveaux rapports qui permettront de servir collectivement le bien commun. Donc nous avons opéré ce même mouvement d'articulation intra- et interhumain sous la poussée de la loi d'impulsion magnétique qui ne cesse d'œuvrer au rapprochement dans la manifestation. Là encore, le végétal nous présente ici un schéma d'orientation. Il nous revient donc de quitter le personnel pour retrouver notre part d'âme une et la conscience de groupe qu'elle impose naturellement. Rien de tel pour instaurer paix, harmonie et juste relation entre les humains et l'ensemble des autres règnes. Rien de tel pour être de véritables passeurs d'amour. Et bien justement, avec le rayon 2 d'amour-sagesse, nous réalisons qu'en tant qu'humains, nous avons encore quelques milliers d'années devant nous pour incarner pleinement l'amour. Alors que le végétal, lui, en témoigne déjà par sa solidarité systémique. Là encore, l'humanité a sous les yeux un modèle d'inspiration solidaire. Et c'est quand nous fonctionnerons en conscience unitaire que nous pourrons faire en sorte que le monde d'en bas soit conforme au monde d'en haut, réalisant par là même l'unité tant horizontale que verticale. Et c'est à cela que nous invite le plan d'amour pour lequel nous nous sommes incarnés
et que nous cherchons au cas un au fil de l'évolution à concrétiser. Dans ses écrits, le Tibétain nous dit que c'est dans le règne végétal qu'on peut voir clairement la gloire qui attend l'humanité. C'est dit. Mais il nous revient de mettre en œuvre cette vision pour accomplir pleinement ce pourquoi nous sommes là. Et c'est à cela justement que nous invite la fête du Vésac qui aura lieu le 24 avril au moment de la pleine lune. Cette fête du Vésac, c'est un grand rassemblement annuel qui se tient au moment où les énergies subtiles qui baignent la Terre sont les plus puissantes. Elle réunit toutes les âmes, incarnées et désincarnées, qui s'allient pour répondre à l'appel de ces grandes consciences qu'on appelle la hiérarchie, qui elles-mêmes sont en connexion avec les énergies en provenance de Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Pendant la semaine du Vésac, qui englobe les 3 jours précédents et les 3 jours suivants le jour de la pleine lune du Taureau, nous sommes invités à nous rendre disponibles intérieurement aux énergies qui sont reçues et transmises depuis Shambhala jusqu'à la hiérarchie, puis jusqu'à tous les serviteurs du monde que nous sommes, pour que nous soyons vecteurs et passeurs de l'énergie de volonté d'amour. Nous avons vu que le végétal remplit sa part de travail en s'efforçant d'amener l'amour jusqu'au cœur de la manifestation. Outre que son exemple permet d'envisager la gloire qui attend l'humanité, le Tibétain nous dit aussi que le règne végétal est le don de la Terre au système solaire, ce qui nous incite donc bien à nous conformer aux qualités qu'il met déjà en œuvre. Évidemment, ce ne sont pas sur les détails de fonctionnement du végétal que nous avons à prendre exemple, mais sur l'essence de son expression aimante, inclusive et solidaire, qu'il émane en permanence. En tant qu'humains, nous avons aussi à contribuer au grand plan d'amour pour lequel se mobilise l'ensemble des règnes de la nature. La contribution humaine est certes plus complexe que celle du minéral et du végétal parce que l'humanité doit accomplir sa mission consciemment, en dépit des tendances individuelles et séparatrices de la personnalité, mais aussi plus tard grâce à elle d'ailleurs, une fois qu'elle a atteint l'état de radiance, d'amour et d'aspiration à servir. Et si nous n'avons rien à enseigner au règne végétal en termes d'amour, c'est cependant à l'humanité de lui montrer la voie en ce qui concerne la volonté et le sens du plan. En effet, les 3 règnes subhumains n'ont pas accès à cette qualité essentielle d'intention fondamentale. C'est donc le rôle de l'humanité de comprendre et de relayer le plan vis-à-vis de ces règnes. Et c'est précisément à cette énergie de volonté que nous devons nous rendre disponibles pendant ce moment du Vésac, afin de la rayonner pour l'humanité et l'ensemble des règnes subhumains. Alors nous vous proposons de reprendre notre méditation annuelle, la même que nous faisons depuis le début de l'année, mais en l'adaptant légèrement à la fête du Vésac. En effet, pour la circonstance, nous allons modifier le mantra habituel. Au lieu de dire que la réalité domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie, nous allons méditer sur que la réalité de la volonté d'amour domine chacune de mes pensées et que la vérité du plan d'amour dirige ma vie. Mais je vous le redirai en temps utile. Donc nous pouvons commencer cette méditation.